Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, troisième session de trading, troisième point de marché de cette journée, donc du lundi 15 septembre sur dailyfx.fr. L'avertissement légal est sous vos yeux depuis quelques secondes, donc je le laisse encore quelques instants. Le dernier chiffre important du jour vient d'être publié, donc on va quand même avoir le temps de préparer la semaine. Il s'agissait du taux de variation, donc du rythme d'évolution de la production industrielle aux États-Unis. On va revenir d'ailleurs sur ces chiffres. Depuis le début d'après-midi, le début de la session aux États-Unis avec quelques indicateurs. Et puis je vous propose donc de suivre le plan suivant pour ce point de marché Wall Street Insider. Nous allons revenir sur ce qui bouge et ce qui sera amené à bouger sur l'ensemble de la semaine. Bienvenue donc à cette émission, Vincent Gagne pour vous accompagner cet après-midi. Le chiffre, la Chine, le dollar australien, le yuan renminbi. Nous commencerons donc justement par revenir sur les chiffres, les statistiques chinoises de la nuit dernière et peut-être envisager enfin un dollar australien sur support, attention, à court terme. Nous reviendrons notamment sur ce gap baissier de la UD-USD. Le GBP, la livre sterling, quelles sont les dates importantes cette semaine? Attention, avant le référendum sur l'Écosse, nous avons demain une batterie de statistiques britanniques et notamment les chiffres de l'inflation, car soyez bien conscients d'une chose, une fois que cet événement politique sera passé, la macroéconomie britannique reprendra le dessus sur la tendance à venir de la livre sterling. Un point donc sur le pound, mais aussi sur les actions britanniques à travers l'indice FTSE 100 et puis bien sûr le GBP Yen, le GBP CAD ou encore le GBP AUD. Quels sont les trades actuels que j'ai ouverts sur le compte de démonstration FXECM? Je reviendrai sur les cours de l'argent, puisque vous savez que j'ai proposé un achat à 18,70. Le cours n'est certes pas optimal, mais en tout cas pour l'instant le support tient. Et dans les ordres en attente d'exécution, toujours le contrat de taux allemand Bund, où le marché l'attend de se stabiliser, mais il est tout à fait possible d'aller chercher les précédents sommets historiques. Quatrième partie du plan, nous envisagerons bien sûr cette semaine la réunion du FOMC, donc qui commence demain, avec un compte-rendu qui sera rendu public mercredi soir à 20h, heure de Paris, avec cette fois-ci une conférence de presse de Janet Yellen. Alors ce n'est pas le cas à chaque FOMC, je reviendrai précisément sur le calendrier des réunions du FOMC pour envisager à quelle date précise les achats d'actifs de la Fed toucheront un terme. Et puis à ce moment-là, nous en profiterons pour revenir sur la tendance du dollar américain, la tendance de la paire euro-dollar en intraday et enfin la tendance des indices actions américains, Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones. Et enfin, nous terminerons par l'étude technique du CAC et du DAX sur la base des chandeliers japonais 4 heures. Voilà donc pour le plan. J'espère que vous trouvez ça suffisamment synthétique. Alors, bienvenue donc à cette émission Wall Street Insider. On va donc suivre le plan qui vient d'être proposé et puis je pense d'ailleurs aussi revenir sur la tendance des cours du pétrole. Donc j'aborderai ça lorsque je parlerai tout à l'heure de l'argent. Alors, le chiffre du jour, les chiffres du jour, certains viennent d'être publiés ici en début de session aux États-Unis à 14h30 heure de Paris ici, donc un indice, cet indice manufacturier publié à 14h30 plutôt positif. Nous avons eu à l'instant, donc à 15h15, la publication du taux de variation de la production industrielle aux États-Unis. Alors concrètement, un chiffre qui semble être ici en accord avec le consensus, n'est pas non plus une donnée de premier rang. Alors la nuit dernière, à l'ouverture du Forex, donc la nuit dernière, puisque le FX a ouvert dimanche, nous avons pris connaissance de statistiques chinoises, avec notamment alors non pas un recul, mais un taux de variation inférieur aux attentes en Chine. Alors, disons que c'est la diminution du rythme de croissance qui inquiète le marché. Et alors donc, je reviens sur cette première ici stratégie. Alors, pour être 100% honnête, que s'était-il passé? Quelle est l'histoire en fait qui lie DailyFX à la paire de devises USD-CNH? Je vais être transparent dessus. Je rajoute simplement ce ratio puisque je ne sais pas pourquoi il a disparu. Alors, la première fois que nous en avons parlé, c'était début septembre. Ici d'ailleurs, lorsque le marché est revenu tester la première fois ce support à 6,1423, 50% de retracement de cette impulsion haussière. D'ailleurs, intéressant de constater que durant tout l'été, le dollar américain s'est apprécié face à un panier de devises, sauf ici face au yuan renminbi.
et le timing peut peut-être sembler intéressant à l'heure où on peut espérer une consolidation du dollar US, voire peut-être cette paire de devises poursuivre finalement sa contre-tendance générale et engager un rebond. Alors ce support à 6,1422 a été travaillé une première fois, nous vous avons invité à vous y intéresser, sauf que le marché est revenu sur ce support et a tenté de le rompre, mais fausse cassure d'ailleurs, fausse cassure confirmée par aujourd'hui le violent contre-pied haussier, un signal d'alerte donné par ici une divergence positive de momentum et confirmé aujourd'hui par une cassure ici de cette oblique baissière sur le RSI journalier de la paire de devises USD-CNH. Alors aujourd'hui, les signaux d'achat donnés sur cette paire de devises sont multiples. Cassure d'une part ici d'un niveau horizontal qui se trouve alors aux alentours ici des 6,1420. Cassure ici des 6,1545. Alors 6,1550, c'est probablement un point d'entrée pour un investisseur ou un trader qui n'est pas ici en position d'achat. Et on peut parfaitement imaginer par exemple de laisser traîner dans le marché un ordre d'achat limite à 6,1545, 6,1550. Et puis admettons aussi la cassure haussière de la moyenne mobile à 20 jours qui accompagne bien, en dépit du fait qu'il s'agisse d'une moyenne mobile courte, le cycle tendanciel en place depuis février dernier. Une tendance haussière ici, une tendance baissière et probablement un pré-signal de cassure avec une MM 20 jours qui va réengager ici une phase ascendante. Donc je trouve ça satisfaisant sur les standards de l'analyse technique. Vous y êtes peut-être déjà, ou vous n'y êtes pas. Si vous y êtes, je vais me dire tout va bien et laissez de l'espace, laissez de la chance au trade avec un trade suffisamment large. Alors pour l'instant ne touchez à rien par rapport au trade, à votre stop initial si vous êtes entré aujourd'hui. Et par contre pour ceux qui n'y sont pas mais qui souhaitent entrer dans ce marché, je pense que ça vaut tout à fait le coup de laisser trader un ordre d'achat limite aux alentours des 6,1550 et d'espérer donc dans le cadre d'un repli de ce marché, d'un retour sur support, rentrer dans ce trade à l'achat. Donc l'USD-CNH c'est une première chose, c'était d'ailleurs peut-être le trade de la nuit dernière et encore ici de la matinée, mais il y a une autre devise qui a été impactée par ces chiffres en provenance de Chine et finalement là ce sera peut-être davantage l'adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Nous vous avons fait vendre en début de semaine dernière le dollar australien puisqu'il était sous un niveau de résistance majeur. Et bien aujourd'hui nous attirons votre attention sur le fait qu'il se trouve sur un niveau de support à court terme. Alors, quelles sont les conséquences pour les paires de devises en dollars australiens? Laissez-moi d'abord vous montrer ce que l'on appelle l'Aussie Index. Lorsque nous vous l'avons fait vendre, nous étions ici le 5 septembre 2014 et cet indice devise testait un niveau de résistance majeur. On suivi 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de chute libre d'une certaine façon. Et aujourd'hui, le marché trouve ici un niveau de support horizontal. Alors, certes, il y a peut-être encore du potentiel correctif à moyen terme, mais à court terme, nous avons ici un dollar australien qui est sur support, c'est un fait. Alors, si le dollar australien se trouve ici sur un niveau de support, il est temps de parler de l'euro AUD, du GBP AUD ou encore de l'AUD USD. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Regardons ça immédiatement. Alors l'euro AUD, nous vous l'avons fait acheter au contact ici de ce support qui se trouve à 1,3820. Attention, haut de canal, le bas de canal était acheté, les cours rejoignent ici le haut de canal, ou en tout cas une oblique de tendance baissière en place depuis le 24 janvier 2014. Il est grand temps, si vous avez été dans ce trade acheteur sur l'euro AUD, de prendre ici des bénéfices, puisque nous avons un marché qui va revenir au contact ici d'un niveau de support à 1,42. Donc en clair, dollar australien désormais de fortes chances de rebondir à court terme, comme le suggère l'indice devise. L'AUD-USD, un gap baissier hebdomadaire a été ouvert, il est d'ailleurs d'ores et déjà comblé, confirmant le fait que les gaps hebdomadaires sont très souvent comblés ici. En tout cas, c'est un des enseignements de l'analyse technique. Alors l'AUD-USD tient un support que je ne dirais pas qu'il est chartiste, mais en tout cas un chiffre rond, ici à 0,90. Et il est probable que ce rebond dure un peu plus longtemps. Il peut prendre la forme de quoi? D'un mouvement de retour en direction ici d'un niveau qui avait été cassé, les 0,9240. Alors, il y a probablement ici un achat spéculatif, tout simplement parce que globalement, les dollars australiens sont sur ce que j'appelle les dollars australiens, disons l'indice devise et puis certaines paires
sont sur des niveaux de support, au même titre où les paires les plus fortes, l'euro AUD, le GBP AUD, eux ont atteint des objectifs de cours. Donc l'AUD USD, probablement, eh bien là, un trade agressif, mais dans le cadre d'un rebond technique, le marché étant probablement en mesure de retracer une partie de la baisse récente, et partant du principe qu'il soit capable de rejoindre le premier ratio de retracement, à ce moment-là, nous pourrions imaginer une reprise en direction de 91, voire 91,40. La méfiance doit quand même rester de mise, sachant que cette paire reste quand même à moyen terme ancrée dans ce canal de baisse. Mais en tout cas, pour cette session du lundi 15 et probablement aussi du mardi 16 septembre, rebond technique depuis un niveau de support limpide sur l'indice devise. Donc voilà pour ce qui est de la paire USD-CNH, probablement un beau trade de moyen terme et un achat limite à 6,1550 dans le cadre d'un repli. Et donc dollar australien qui est sur support. Alors maintenant évoquons un peu plus largement le cas de la livre sterling. Quelles sont les dates importantes cette semaine pour la livre sterling? Forcément, et ça vous le savez tous et toutes et tous, le jeudi 18. Mais avant cela, demain matin, seront publiés toute une batterie d'indicateurs britanniques. Je vais donc vous les montrer, ces indicateurs britanniques. On va aller ici sur le calendrier économique. Je vais ici les chercher. Le voici. Alors, le mardi 16, autant vous dire que demain matin à 10h30, cela va être très volatile sur cette livre sterling qui probablement dès le lendemain du 18 sera à nouveau réinfluencée par ces données macroéconomiques. Une livre sterling qui, comme on a pu vous l'indiquer à travers un certain nombre de papiers qui sont bien présents encore sur notre site, a fait plus que, on l'a vu, combler le gap baissier qui avait été ouvert le dimanche 7, et puis donc elle est allée au-delà. Nous pensons que une fois cet événement politique qu'est le référendum sur l'indépendance de l'Écosse passé, nous pensons que les données fondamentales autres que politiques vont donc reprendre le dessus, à savoir la croissance économique en Grande-Bretagne, tout un tas d'agrégats favorables et d'objectifs macroéconomiques de la Banque d'Angleterre qui sont soit atteints, soit en passe d'être atteints. Et donc, la livre sterling est rangée chez nous dans le panier des valeurs fortes qu'il faut acheter en vendant en face une devise faible. Donc les dates, c'est demain, le 16 septembre, et donc jeudi pour la livre sterling. Alors maintenant que nous avons évoqué cela, il est temps de regarder les paires de devises en livres sterling, à commencer par le GBP USD, et puis nous regarderons le GBP Yen, le GBP CAD, le GBP AUD, et enfin l'euro GBP. Le GBP USD, alors où se cache-t-il? J'espère bien sûr ne pas avoir perdu mon graphique, le voici. Alors, GBP USD, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Tout d'abord, le gap est comblé. Cette fois-ci, c'est fait, puisque sa partie haute se trouvait à 1,6280 et que le marché a fait aujourd'hui 1,60. Il a fait combien? 1,6273. Alors ça a dû être comblé. Il n'est peut-être pas précisément comblé. Il faudrait que je regarde. Mais à 1 ou 2 pips près, disons qu'il est en tout cas il est comblé sur l'indice devise. Sur ce graphique du GBP USD en données journalières, vous avez deux choses. Vous avez ici un indicateur qui s'appelle le Market Movers Index. Alors, il s'agit de données réelles, puisque vous savez que chez FXECM, nos données de volume font remonter ici sur la représentation graphique les données de volume de nos clients réels à travers le monde. Ce ne sont pas ici que les clients français. Et moi, je me suis intéressé à quoi? À tout ce que fait la livre sterling depuis juillet 2013, puisque c'est son point bas. En tout cas, dans cette phase ascendance. Ce ratio ici, Market Movers Index, vous propose le quotient suivant, le volume d'échange sur le nombre d'ordres envoyés dans le marché. Plus cette courbe est ascendante et plus elle se situe à un niveau élevé, plus le volume de transactions est fait par une quantité d'ordre réduite. En clair, des gros tickets d'ordre se positionnent dans le marché. Eh bien, regardez dans toute la hausse du GBP USD entre 1,48 et 1,7150, jamais auparavant, notre indicateur Market Movers Index a atteint un tel niveau. En clair, dans cette phase de rebond ici qui a fait suite au gap baissier du 7 septembre, des tickets d'ordre avec un volume monétaire, donc en capitaux, inégalé depuis l'été 2013, ont été envoyés dans le marché. Alors, cela est un indicateur favorable à la hausse
du GBP/USD. Non pas que ces mains fortes, ces personnes bien dotées en capital aient raison dans 100% des cas, mais le niveau atteint ici par notre indicateur Market Movers Index fait partie en fait des indices qui nous invitent à chercher à nous positionner sur des niveaux de support. Je vous invite donc à laisser traîner un ordre d'achat limite sur l'USD-CNH si vous n'y êtes pas. Eh bien je pense que on peut envisager faire la même chose sur le GBP/USD, mais à quel niveau? Eh bien un niveau m'interpelle, c'est le niveau des 1,6150. Au-delà qu'il s'agisse d'un chiffre rond, les 1,6150 ont une importance sur la base des graphiques intraday. J'aime ce niveau de support, je l'apprécie, et je vous invite donc à vous y intéresser en descendant par exemple sur un horizon de temps plus court, et imaginons par exemple demain mettre à profit une volatilité réalisée suite à la publication des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne à 10h30. Et autant vous dire que si GBP/USD devait se replier violemment sur 1,6150 dans le sillage de ces chiffres de l'inflation, nous aurions une possibilité d'intervention technique, puisque je pense que ce niveau est tout à fait intéressant. Et imaginons, alors est-ce qu'on peut revenir sur un 60-60 ? C'est possible, mais en tout cas, les 1,6150 sont le niveau, c'est le niveau ici, moi, qui m'intéresse, et auquel je vous invite à vous intéresser. Donc voilà pour cette paire de devises qui, d'une certaine façon, si je fais un peu la synthèse de toute l'actualité cette semaine, c'est probablement celle qui va être le plus concernée. Demain, par les chiffres de l'inflation, mercredi avec le FOMC, jeudi avec le référendum, tous les jours, livre sterling va être malmené. Donc, autant bien préparer cette paire de devises et savoir où intervenir. L'étude de ce matin vous proposait donc deux scénarios de marché, le 61,50 ou la possibilité de voir les cours accélérer au-dessus du gap et franchir les 1,6280, ce qui pourrait être, dans le cas d'une accélération haussière, un niveau de renfort, un éventuel franchissement de la résistance. Le marché semblant pour l'instant opter pour une période de neutralité, donc entre ces 61,50 et ces 62,80. Voici donc pour le GBP/USD, mais d'autres paires en GBP sont concernées. Je reviens notamment brièvement, puisque je l'évoquais tout à l'heure, sur le GBP/AUD. Je pense pouvoir dire GBP/AUD objectif atteint, tout simplement parce que dollar australien revient sur un niveau de support. Et donc à l'image de l'euro/AUD, je pense que là, si ce n'est pas déjà fait, il est grand temps de prendre des bénéfices. Quel est le premier support sur le GBP/AUD? Eh bien je m'intéresse au 77,40 et je pense que 1,7740 peut être une idée d'achat sur repli ici sur ce GBP/AUD, donc à garder en mémoire pour vous à l'image des 1,6150 sur le GBP/USD. Le GBP/CAD, alors qu'en est-il? Le GBP/CAD, c'est aussi forcément une reprise impressionnante de la semaine dernière. Je suis moins à l'aise, alors j'étais assez à l'aise sur cette paire de devises, sur ces niveaux-là ici, sur ces 1,7670, vous vous rappelez, on était à plat sur 1,7670 et j'avais estimé qu'il s'agissait d'un bon niveau. Au niveau actuel des cours, un objectif a été atteint ici, on est revenu à la base donc sous ce niveau des 1,8050. Doit-on considérer 1,7950 comme un premier niveau de support? J'ai, disons, quelques doutes. Je ne serai pas en mesure là de vous donner un positionnement particulier. J'ai pris le temps de regarder le dollar canadien de manière générale. Il a consolidé, je le trouve un peu au milieu de nulle part à présent. Et donc là malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de me positionner. Et enfin, pour rester donc sur ces actifs britanniques, le FTSE. Bon, le FTSE, vous le savez, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est un indice assez limpide sur le plan chartiste, puisque la résistance majeure à 6951 points représente les sommets historiques depuis, je crois, 1999 ou l'année 2000. Donc là aussi, alors, on ne peut pas réellement dire que cet indice soit davantage sous pression à court terme que d'autres indices européens. Mais je vous invite à surveiller ici le test de la neutralité sur le RSI ici. Le RSI en données journalières. Je pense que c'est un niveau important et que si la neutralité devait être rompue, eh bien je pense que les cours enfonceraient assez largement ici cette moyenne mobile à 20 jours. Bon, pour l'instant, le marché
semble tenter de créer un support ici horizontal sur ces 6765. Mais je trouve pas ça encore extrêmement net. Je pourrais éventuellement revenir dessus tout à l'heure lorsqu'on regardera le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50 ou encore les indices US. Alors maintenant, troisième partie de ce point de marché, les trades que j'ai pu ouvrir sur le compte de démonstration ou que je souhaite ouvrir. Donc les ordres. Quels sont ces ordres? Tout d'abord un ordre en attente d'exécution sur le contrat de taux allemand Bund au contact donc des sommets, des précédents sommets annuels. C'est 147,19. J'ai pris une marge en le positionnant à 147,25. Il est donc toujours en attente d'exécution. Et vous avez, je pense, une moyenne mobile intéressante ici, la moyenne mobile à 100 jours. Donc là, je pense qu'il faut continuer de laisser traîner cet ordre. Du côté donc des trades, je reviens donc sur les pétroles, puisque je vous avais proposé la semaine dernière un article qui s'appelait WTI Brent Gold Silver, une fratrie à surveiller. Alors je reviendrai sur le gold puisque je suis assez perdu sur cet actif. Le silver, on teste toujours le support, je suis dedans à un prix raisonnable mais peut mieux faire, les 18,69,50 avec un stop à 17,95, un trade qui a été pris automatiquement puisque c'était un ordre d'achat limite. C'est ni gagnant ni perdant pour le moment, mais bon, il va falloir à un moment ou à un autre se décider. Peut-être que la clé viendra d'une consolidation du dollar américain. Deux autres actifs étaient présentés dans cet article, une fratrie, le Brent et le WTI. Des informations sont importantes à noter sur ces contrats. Nous vous proposons depuis ce matin un nouveau contrat pour la différence sur notre contrat Brent. Donc vous avez à nouveau un mois devant vous sans que la position soit clôturée automatiquement. Pour le WTI, notre contrat expire jeudi prochain. Cependant, sur le plan technique, aujourd'hui, je tenais à souligner, via d'ailleurs une alerte, donc très brève, l'alignement, donc sur le plan chartiste, de ces deux contrats sur support. Ici, vous avez une possibilité d'utiliser un outil sur la plateforme qui s'appelle superposer des prix. Donc vous allez ici dans éléments du graphique et vous retrouvez ici graphique superposé. Et vous pouvez notamment mettre ici en haut donc le UK Oil et en bas l'US Oil, ce qui permet de comparer les prix avec le même axe du temps. Et donc c'est toujours intéressant d'observer que nous avons ici, et ce n'arrive pas forcément tout le temps, donc c'est une situation assez rare d'avoir à la fois UK Oil et US Oil sur support. Nicolas Chéron est positionné à l'achat sur l'US Oil, puisque en ce qui me concerne, je suis mal entré, et donc stop pas suffisamment large, sorti de la position, mais je crois toujours au niveau de support. En tout cas, disons que selon le critère du money management, et parmi ces critères, l'outil risque/rendement, eh bien c'est toujours intéressant, même si le stop de protection qui doit être nécessairement positionné sous ce niveau de support, eh bien, rappelle qu'un support peut être cassé. Donc, soyons quand même prudents, mais vous avez toujours là des choses intéressantes. L'once d'or. Alors, l'once d'or, j'ai fait un post sur le forum qui porte bien son nom. Je suis perdu. Je suis gêné par cet actif. À un niveau à 1240, on le casse, il ne se passe rien. C'est ici, entre 1180 et 1240, une zone que j'ai sur le plan technique beaucoup de mal à appréhender. Je me tiendrai à l'écart de cet actif, même si dollar US devant peut-être consolider cette semaine pourrait permettre finalement cet actif d'être à nouveau recherché. Mais sur le plan technique, je n'ai pas, et j'ai cherché, trouvé quelque chose qui me paraît cette fois-ci parfaitement clair. Donc voilà pour ces premiers éléments. Maintenant, forcément, au-delà de la Grande-Bretagne et de toutes les choses un peu techniques évoquées, l'élément de la semaine le plus important, c'est bien sûr le FOMC. Il est donc grand temps de revenir sur le calendrier des réunions de la Réserve fédérale des États-Unis. Je vous donne donc ce lien, pour ceux qui ne l'ont pas. Vous êtes ici sur le site officiel de la Réserve fédérale des États-Unis, et nous retrouvons ici les dates les plus importantes. Alors il y a plusieurs choses à savoir déjà. Une conférence de presse de Janet Yellen n'intervient pas à chaque réunion du FOMC. C'est une fois sur deux. La dernière réunion en date du 30 juillet n'a pas été accompagnée
d'une conférence de presse de Madame Janet Yellen, ce sera le cas le 17. Donc mercredi 17 septembre, deux dates, 2 heures, une date, 2 horaires, 20 heures, les éléments de taux et du quantitative easing, et enfin 20h30, début de la conférence de presse de Madame Janet Yellen. Maintenant, il est intéressant d'essayer d'envisager la suite des événements en termes de timing. Je vais donc vous montrer une petite image que j'ai pris le temps de très rapidement préparer tout à l'heure. Vous retrouvez donc ici ces trois dates de réunion du FOMC, 17 septembre, 29 octobre et 17 décembre, au rythme actuel, sachant que ce rythme peut changer, mais au rythme observé sur les derniers mois. Eh bien, mercredi 17 septembre, après 20 heures, les achats d'actifs seront réduits à 15 milliards de dollars. Le 29 octobre, après la réunion, les achats seront réduits à 5 milliards de dollars, ou peut-être d'un coup zéro. Et donc, au plus tard, le 17 décembre 2014, ces achats d'actifs représenteront donc zéro. Ce mouvement est-il déjà dans les cours? Il l'est probablement en partie. Il suffit d'observer la performance de la monnaie la plus forte de l'été, le dollar américain. Dans cette phase de hausse ici, entre le 1er juillet et le 15 septembre, le dollar américain progresse d'environ 6% face à un panier de devises. 6%, c'est énorme sur le marché d'échange. Est-ce que l'analyse technique suggère qu'une phase de consolidation peut intervenir cette semaine? Oui, puisque nous nous sommes approchés d'une résistance horizontale sur cet indice devise à 10 897 points. Voilà pourquoi, en attendant, donc, nous avons constaté, et je garde naturellement l'euro-dollar pour la fin du point de marché, peut-être une monnaie qui parvient à se stabiliser. N'oubliez pas la UD-USD sur un niveau de support, l'OSI, et donc c'est 0,90 sur la UD-USD. Donc ça, ce sont des dates importantes à retenir. La conférence de presse sera extrêmement importante. Elle permettra d'envisager la date de la première hausse de taux d'intérêt à court terme, donc ici, à court terme pour la maturité du taux en question, mais ça interviendra qu'en 2015, normalement, à moins que j'imagine mal cette hausse intervenir avant. Alors maintenant, qu'en est-il de la paire euro-dollar? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre d'un horizon de temps et passer sur l'horizon de temps 4 heures pour envisager justement la dynamique actuelle de la paire euro-dollar sur la base donc de ce graphique intraday. Alors, plusieurs choses. Ici, je vous rappelle que c'est aussi une façon d'organiser la plateforme de trading. Vous pouvez juxtaposer les fenêtres graphiques, qui, alors ici, crée un triptyque, mais on peut la modeler un peu comme on veut, ce qui est assez pratique. Surtout si vous intervenez que sur un écran, et bien là, vous avez 3 actifs d'un coup sous les yeux. L'euro-dollar en données 4 heures. Alors là, je vais, un demi, mais à culpa. J'aime bien l'analyse chartiste, donc forcément, dès que visuellement je constate quelque chose qui commence à s'apparenter à une figure, j'en parle, parfois. Mais au final, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que lorsque le marché est dans un range, si on se force à essayer de voir une tête-épaule inversée, ou un triangle, ou un biseau, n'importe quoi, on a forcément un biais. J'ai d'abord envisagé une TEI. Alors, c'est toujours... alors, non, ce n'est plus réellement possible sur le plan chartiste, mais ça fait quand même depuis une semaine que nous ne faisons plus de nouveaux points bas. Après, j'ai parlé d'un triangle. Au final, c'est un range limpide. Comment je le définis? Le range pur se trouve entre 1,28,85 et je dirais 1,29,77,80. Et nous avons une zone d'excès entre 1,28,57 et 1,28,85. Alors j'imagine déjà vos questions. Est-ce qu'il faut vendre une résistance, acheter un support? Nous sommes dans un range. Autant vous dire que j'ai un biais, qui est finalement le biais d'origine. Lorsque j'avais évoqué une tête-épaule inversée, j'ai le sentiment que l'euro-dollar a cette fois-ci une capacité de rebond technique plus importante depuis ce test ici des 1,28,50. Sauf que pour l'instant, c'est un range. C'est un range, hein, c'est comme ça. Donc ça peut être aussi une phase de transition latérale avant que ce marché décroche et rejoigne 1,27,50, par exemple. Donc, je vais malgré tout donner mon opinion, qui est celle qu'il faut, en tout cas, je m'intéresse davantage là à court terme au niveau de support. Rappelez-vous, j'ai parfois une approche, lorsqu'on est face à un actif financier, on peut acheter, vendre ou ne rien faire. Vendre, vous avez pour vous la tendance. Acheter, vous avez peut-être pour vous la survente
sur de nombreux horizontants de cette paire de devises, et le surachat probable aussi du dollar US, et ne rien faire, vous avez enfin, pour vous, l'argument de la proximité temporelle de ce qui est peut-être le catalyseur le plus important, les réunions du FOMC et les décisions de politique monétaire de la Fed. Je vous livre en l'état plusieurs façons de voir les choses, à vous ensuite d'avoir, comme d'habitude, votre esprit critique. Mais pour l'instant, nous sommes ici dans un range sur la base des chandeliers japonais 4 heures, et j'ai un biais plutôt en faveur d'un rebond technique sur cette paire de devises pour ce qui est du court terme. Donc, je continue le plan proposé tout à l'heure et je vais maintenant m'intéresser à l'indice CAC 40 et à l'indice DAX 30 en données 4 heures. Alors, vous les retrouvez ici côte à côte et puis j'ajoute l'Eurostoxx 50, comme ça les choses sont limpides. Vous avez donc ici sur ce triptyque, à gauche le CAC 40, au centre le DAX 30 et à droite l'Eurostoxx 50. Alors, ces trois indices ont eu exactement le même comportement haussier entre le 8 août et la conférence de presse de Mario Draghi, puisque malheureusement, c'est plus ou moins le jour où il s'est exprimé que les marchés actions ont fait un top de rebond technique, celui qui avait commencé le 8 août. Il y a à peu près 7% de hausse sur ces indices depuis le 8 août. Maintenant, c'est assez limpide, c'est-à-dire qu'on a atteint partout des objectifs de cours majeurs, donc des résistances majeures en dessous desquelles nous pensons qu'une réplique baissière de moyen terme peut voir le jour, il ne faut pas l'exclure. C'est d'ailleurs notre trame de fond indicielle. Et ce n'est pas un hasard si cette consolidation qui dure depuis une semaine a démarré sous ces niveaux. 4500 points sur le DAX, le CAC, 9008 sur le DAX, 3300 sur l'Eurostoxx 50, et donc ces fameux 6900, 6950 sur le FTSE 600. Qu'en est-il à court terme? Je reste comme je le suis depuis le 8 septembre, enclin à penser que CAC 40 tend vers sa moyenne mobile à 20 jours et tend vers le support à 4400 points, mais au-delà de ça, regardons le graphique en données 4 heures, il est bien construit. Il existe une résistance que le marché forme à 4445 points, et donc je pense que sous ce niveau, nous pouvons toujours aller chercher pile poil les 4400 points. Ensuite vient l'autre question, faut-il tenter un achat sur les 4400 points? Eh bien, ma vision technique des graphiques en données journalières m'invite à la prudence d'un niveau de support, naturellement, qui est important, j'imagine sur lequel des intérêts acheteurs peuvent se présenter. Mais en tout cas, je reste quand même méfiant ici, dans l'attente d'un dégonflement, je dirais, d'horizontants techniques journaliers. Donc à court terme, sous la résistance à 4445, eh bien je crains pour ce support des 4004 qui reste cependant important. Et ce raisonnement ici que j'applique au CAC 40, je peux l'appliquer facilement au DAX 30 sous cette résistance à 9684. Nous avons ici d'ailleurs un range 4004-4445. Alors le DAX, lui, a bien réagi ce matin dans la partie basse d'un canal. D'ailleurs, le DAX tient sa ligne de tendance haussière en place depuis le 8 août. Attention, le 8 août, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le point de départ du rebond technique de 7%. Nous avons fait un chandelier 4 heures en forme de marteau ce matin. Voilà, nous avons un chandelier 4 heures en forme de marteau, mais ce chandelier n'est pas confirmé. Qu'est-ce qui viendrait confirmer ce chandelier favorable sur le DAX? Une cassure haussière 4 heures des 9684, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc, sous ces 9684, il est possible que ce mouvement de consolidation qui a débuté le 8 septembre, en fait, le rebond technique aura duré pile poil un mois, 8 août, 8 septembre. Et donc, je pense que nous pouvons retendre vers les sommets annuels, mais il faudra pour cela refranchir ces 9684. Donc, à court terme, il existe toujours une possibilité de revenir chercher ces points-là. Voici la compression assez limpide entre cette oblique en place depuis le 8 août et ce niveau horizontal ici à 9684 points. Et enfin sur l'indice Eurostoxx 50, c'est exactement le même topo avec comme traduction des 9684 et des 4445, et bien cet indice ici à 3235. Je reste là aussi méfiant après ce rebond technique et ce test ici des 3290 points sur l'indice Eurostoxx 50. Je me méfie donc
il est vrai, des achats de support ici sur ce marché des indices. Et enfin, je termine par les indices actions américains et je réponds enfin à vos questions. Alors, un instant, le temps que ça charge. Alors tout à l'heure, j'en profite pour... alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'un indicateur de volume, le Market Mover Index. C'est un indice, un indicateur qui n'est pas pour l'instant disponible, mais il le sera bientôt. Nous allons bientôt vous proposer... Alors Nicolas Chéron m'avertit qu'il a payé l'euro-dollar, ce que je comprends d'ailleurs puisque nous sommes à proximité d'un support intraday. Je suis assez d'accord et vous pouvez le suivre sur son compte Twitter là pour avoir le détail. Nous allons bientôt vous proposer 5 indicateurs de volume réels. Pour l'instant, vous en avez 2 à votre disposition. Et vous avez ici une vidéo que j'avais pris le temps de concevoir en temps réel pour justement savoir comment installer et utiliser nos indicateurs de volume. Donc voici la vidéo à regarder si elle vous intéresse. Et j'en proposerai bientôt une nouvelle qui présentera l'ensemble de nos indicateurs de volume. Alors Nicolas Chéron m'avertit qu'il achète l'eurodoll. Donc je retourne sur mon chart H4. Mais je pense que des choses se tentent. Alors je retourne dessus pour voir. Voyons le chart de l'eurodoll. Donc Nicolas Chéron a payé, probablement parce que il considère que sur la base donc, de ce graphique intraday, Eurodoll matérialise un support sur 1,29. Donc voilà, vous avez l'anticipation de Nicolas Chéron qui considère que ce niveau tenant, bien au moins le marché pourrait rejoindre 1,2977 et peut-être, et cette fois-ci en cas de cassure des 1,2977, rejoindre 1,30 et peut-être 1,3030 ou 1,3040. En tout cas, biais disons positif sur le très court terme sur cette paire ici de devises qu'est l'euro-dollar. Les indices US. Alors, les indices américains, il y en a un qui est hyper limpide, c'est le Nasdaq 100. C'est un trading range. Les indicateurs se dégonflent d'ailleurs, mais ce marché reste en range. Cependant, il y a une forme de divergence qui m'invite à la méfiance. Et d'ailleurs, ça casse. Donc, cassure en direct du support ici sur le Nasdaq 100. J'avais justement, et c'est ce que je voulais vous proposer tout à l'heure, cette divergence négative sur l'indice Nasdaq 100. C'est une façon en fait d'analyser les ranges. Lorsque les prix sont en range, eh bien regardez à ce moment-là la direction des indicateurs de momentum qui peuvent souvent donner un sens de sortie à un stade précoce. Voici peut-être quelque chose qui laisse présager un repli du Nasdaq 100 en direction du support à 4000 points. Alors attention, compliqué de shorter un indice aussi puissant que cela, mais à court terme, ce marché peut revenir à 4000 points, qui sera un niveau d'achat. Et enfin donc le Dow, le SP500, etc. Alors le Dow est sorti la semaine dernière par le bas de ce range sur la base de la clôture de vendredi, donc je retire ce cas. Il y avait une alternative lorsqu'on est dans un range. L'alternative c'est quoi? Une alternative se compose de 2 choix. Le premier c'est le sens de sortie par le haut, le deuxième le sens de sortie par le bas. Le Dow Jones a fait un choix en cassant les 17 000 points sur la base de la clôture de vendredi. Bon, l'objectif de court théorique c'est pas énormissime, c'est perdre 130 points, c'est perdre 150 points, donc je dirais 16 850. Il est très difficile finalement de trader ces indices à court terme, d'autant plus que la volatilité est extrêmement réduite depuis ici cette séance du 27 août. Mais voilà, je ne chercherai pas d'achat à court terme sur ces marchés. Il en va de même pour le SP500 qui est finalement a eu du mal à s'installer au-dessus ici des 1987 points. Et je vous rappelle avoir indiqué à mon retour de vacances l'importance des 2007 points qui sont un ratio d'extension. Donc je garde un biais quand même correctif ici à court terme sur ces marchés actions, d'autant plus que le Nasdaq 100 est en train de casser un niveau de support ici à l'heure où je vous parle. Donc et bien voici pour mon tour d'horizon des marchés. Maintenant je vais me laisser guider par vos questions, éventuels commentaires. Patrick 56, merci pour ce remarque. Donc voilà, donc alors en effet nous organisons demain, donc mardi 16 septembre à 18 h, ici même, donc à l'endroit où vous êtes. Alors il y a parfois des questions du type comment se connecter, comment participer.
aujourd'hui vous avez rejoint mon point de marché sans vous enregistrer quelque part, sans connexion, c'est un site web. Et bien demain, mardi 16 septembre à 18 h, ce sera le même principe pour ce webinaire sur nos nouveaux spreads. Alors, Anna, bonjour. Peut-on dire que la livre soit actuellement surbaissée, alors peut-être dire probablement survendue. Bon, je pense que ça dépend quel horizon de temps en fait. Alors le Nasdaq corrige Virox en effet, c'est ce que j'ai vu. Alors le CHF Yen, en fait, je vous ai proposé vendredi un beau tour d'horizon des paires en Yen. Je suis assez d'accord en fait avec Adrien, on est assez en phase sur le fait qu'on cherche à acheter les niveaux de support sur ces paires de devises. Sachant que le yen nous semble fortement sous pression, notamment la semaine dernière. Maintenant, si je reviens ici sur ce chart de l'USD, du CHF yen, on a atteint ici cette ligne de tendance baissière. Donc la paire de devises est en train ici, je dirais, de respirer. Un premier niveau de support se trouve ici sur ces 114,31. Alors regardez, je vais là aussi tricher, puisque je vais ici dans l'historique des analyses de mon collègue et je vais chercher l'idée de trading DailyFX de vendredi, vous proposant ici donc toutes les stratégies possibles et envisageables sur ce marché. Vous les avez là donc, et vous retrouvez ici le CHF Yen avec donc bien des idées de trading ici qui sont proposées. Donc en effet, mieux vaut tenter un support et donc ce niveau des 115 à surveiller pour une éventuelle accélération. Alors Luc, donc voilà, ok pour ce commentaire, impeccable. Ah oui, alors Adrien a parlé de l'AUD Yen chez Ryan ou Ryan ou je ne sais pas. C'est en effet, et il avait tout à fait raison, peut-être une énorme opportunité ce jour. Il y a tout là-dessus, il y a le niveau technique, le niveau horizontal, aussi index sur support. Ça va faire ça va quand même faire, je pense, là peut-être une ligne de contre-attaque haussière. Donc en effet, c'était le niveau de pullback, c'était juste parfait, voilà. 96,50, bon, donc c'est tout à fait juste, c'est un très bon niveau d'entrée. Alors, Franck, donc ça ne concerne que le marché d'échange, hein, pour vous répondre précisément sur votre question. Alors, et la Pitoun, j'ai envie de dire, là vous me posez une question, pratiquant l'analyse technique, pour aller dans le sens d'un tel cassure, j'attends de l'observer, hein, j'ai envie de dire tout est possible, mais en tout cas là l'analyse technique ne le suggère pas. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions, il est 16 h, donc merci d'avoir participé à ce webinaire, et donc attention, un Nasdaq 100 est probablement en train de casser un support à court terme. Merci à tous, et à demain, donc de vive voix. Merci à tous.